Reddition à Rome du pirate de l'air qui avait détourné un avion iranien et qui voulait se rendre à Paris. Tous les passagers et l'équipage sont sains et saufs. Le Sénat terminera cette nuit son débat sur le projet de référendum et rejettera le texte par le biais de la question préalable. La crise de l'automobile, 15 000 suppressions d'emplois envisagées chez Renault. Jeux olympiques, du saut à la perche au football. Les Français sont à l'épreuve aujourd'hui. Hier, 2 médailles de bronze en escrime et en judo. Madame, monsieur, bonsoir. Comme d'innombrables pèlerins tous les ans à pareille époque, ils avaient pris l'avion hier à Téhéran pour gagner par étapes le lieu saint de la Mecque en Arabie Saoudite. Les quelques 300 passagers de l'Airbus de la compagnie d'aviation iranienne détournés la nuit dernière après avoir décollé de Shiraz en Iran, les quelques 300 passagers sont maintenant bien loin de la Mecque. Ils sont en sécurité à Rome. Le pirate de l'air qui se réclame des moudjahidines du peuple hostile au régime de l'ayatollah Khomeini, le pirate de l'air s'est finalement rendu il y a 1 heure à peu près aux autorités italiennes. Daniel Lecomte. Les otages peuvent donc respirer. Pour eux, le cauchemar s'est terminé. Vous le voyez sur ces images, il y a à peine 1 heure avec la libération des derniers passagers. Un voyage qui a commencé pour eux hier soir à 22 h heure de Paris. L'Airbus d'Iranair vient de décoller de Téhéran avec plus de 300 passagers à bord. Direction prévue Shiraz dans le sud du pays. C'est alors que plusieurs personnes obligent le pilote à détourner sa route. Destination Manama d'abord dans le golfe Persique puis Le Caire où l'avion se pose à 7 h ce matin. Autour de l'avion, des policiers en treillis noirs que l'on distingue difficilement sur ces images ont pris place. L'atmosphère est tendue. Les pirates ont fixé une ceinture d'explosifs autour de la taille du pilote. Ils veulent se rendre à la France. Malgré la tension, les pirates transmettent un message bref par les hublots de l'avion. Son contenu, vive l'Égypte et Moubarak. À 9 h, heure de Paris, l'avion décolle du Caire et se dirige vers Rome, où il va se poser à 13 h. Entre-temps, Paris a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que l'avion fasse route vers le territoire français. À Rome, les négociations s'engagent aussitôt et aboutissent rapidement. En échange d'une promesse de carburant, les pirates commencent à libérer les otages par petits groupes. Femmes en tchador et enfants qui seront emmenés vers l'infirmerie de l'aéroport. On apprendra alors qu'il n'y a qu'un seul pirate et non 18 comme il a été dit, un pirate armé de pistolets et d'une grenade qui appartiendrait aux Moudjahidines du peuple, une organisation de résistance iranienne. Finalement, tout sera réglé vers 18 h pour les derniers passagers, mais à l'heure qu'il est, une certaine confusion règne encore. D'après certaines informations, le pirate ne se serait pas rendu, mais se serait glissé parmi les passagers. Dès hier, le ou les pirates de l'air, puisqu'on pensait alors qu'ils étaient 18, le pirate de l'air avait signifié son intention de se rendre en France, à Orly, où d'importantes mesures de sécurité avaient été prises dans l'après-midi. Cette nouvelle affaire de détournement, qui vient donc sans effusion de sang de se terminer à l'aéroport militaire de Ciampino près de Rome, cette nouvelle affaire intervient 1 semaine après le détournement sur Téhéran d'un appareil d'Air France. Le Premier ministre iranien, en début d'après-midi, avait d'ailleurs à mots couverts évoqué la responsabilité de la France et aussi de l'Arabie Saoudite dans cette dernière affaire de détournement. La solution italienne épargne donc ce soir aux relations franco-iraniennes une nouvelle crise. 1 semaine donc après les faits, l'enquête sur les circonstances du détournement effectué au décollage de l'aéroport de Francfort, l'enquête lève bien des ambiguïtés et prouve aussi la précarité des contrôles de sécurité. C'est sans armes que les pirates de l'air avaient embarqué à Francfort, c'est à Téhéran qu'on leur a procuré des pistolets mitrailleurs. Patricia Coste. Le Boeing 737 d'Air France n'aurait jamais dû être détourné à Téhéran. En effet, à l'escale de Francfort, des pirates se sont rendus par erreur dans le hall de transit de la compagnie israélienne El Al. Leur attitude suspecte a été signalée par des agents israéliens aux policiers allemands. Malgré cette information, les responsables de la sécurité se sont contentés d'une banale vérification d'identité et du contrôle de leurs bagages avec l'habituel détecteur d'armes, sans résultat. En outre, il semble qu'aucune fouille corporelle n'ait été effectuée, contrairement à ce que l'on voit ici. C'est à bord que les pirates auraient confectionné des explosifs avec du matériel grossier qu'ils portaient sur eux.
Les armes ne sont apparues, d'après tous les témoignages, qu'à Téhéran. Comme il est établi aujourd'hui que les pirates, contrairement à ce qui avait été dit, n'ont pas eu accès à la soute à bagages, ces armes, pistolets et mitraillettes n'ont pu être fournies que par des complices qui pouvaient avoir accès à l'aéroport. Il y a eu de nombreux allers-retours entre l'avion et l'aéroport. L'enquête parle d'un sac de sport rouge qui aurait été remis aux pirates, ce qui pourrait impliquer une coopération avec certains Iraniens à Téhéran. Le minage des eaux de la mer Rouge et du golfe de Suez est le fait des États-Unis et d'Israël qui veulent empêcher le déroulement normal du pèlerinage de la Mecque et renforcer leur présence militaire dans la région. Cette accusation, brandie ce matin par le ministère iranien des Affaires étrangères, est d'autant plus bizarre qu'hier, vous le savez, Téhéran attribuait avec une certaine complaisance à un mouvement islamique la responsabilité de cette opération de minage en mer Rouge et dans le golfe Persique. 2 navires chinois ont été touchés par des mines, selon Pékin. Depuis la semaine dernière, un bâtiment américain de recherche océanographique est à l'œuvre dans le canal pour rechercher des mines éventuelles et 4 hélicoptères anti-mines ont été embarqués aujourd'hui par la marine américaine en Espagne pour gagner Suez. Moscou accuse à son tour les États-Unis aujourd'hui d'avoir organisé le minage pour accroître leur présence militaire dans la région. Rideau cette nuit au Sénat sur le premier acte parlementaire de la bataille du référendum. La Haute Assemblée va en effet terminer dans la nuit, le débat ouvert hier, et l'opposition, qui y est majoritaire, votera comme convenu la question préalable qui vise à empêcher toute discussion sur le fond du projet de référendum. Le débat aujourd'hui était plus feutré qu'hier. Jean-Louis Le Senne. L'aspect répétitif des arguments des uns et des autres aura eu raison de la fébrilité des sénateurs. Après les accès de fièvre d'hier, l'hémicycle a retrouvé aujourd'hui sa sérénité traditionnelle et les élus leur fameux pas du sénateur. Résultat, ceux qui pensaient en avoir terminé avec le projet de référendum avant le dîner en seront pour leurs frais. Ce n'est qu'en séance de nuit ce soir, à partir de 21h30, que la majorité sénatoriale de droite, après avoir écouté 43 orateurs, pourra rejeter le texte du gouvernement en bloc, sans discussion article par article, une prérogative qu'autorise la procédure de la question préalable. Le blocage est donc patent et insurmontable, d'autant plus que les sénateurs ont d'ores et déjà annoncé que si le pouvoir persiste, à chaque fois que le texte référendaire reviendra de l'Assemblée nationale au Palais du Luxembourg, ils utiliseront la même arme. La monotonie des débats aujourd'hui a donné libre cours aux rumeurs les plus surprenantes dans les couloirs. Le pouvoir ne peut pas rester sur un tel échec, disait-on à droite, il doit reprendre l'initiative, disait-on à gauche. Et pourquoi pas un autre référendum? Pourquoi pas, dans cette hypothèse, la réduction du mandat présidentiel à 5 ans? Il est vrai que le Parlement a déjà donné un avis favorable sur la question, mais c'était il y a longtemps, sous Georges Pompidou. Comme le veut la coutume, le garde des Sceaux, Robert Badinter, qui hier, à l'ouverture du débat, avait exposé le projet de référendum, Robert Badinter vient à l'issue du débat d'aujourd'hui de s'adresser une nouvelle fois aux sénateurs. Écoutons-le. Même si vous parlez à des très sympathiques, quand vous savez que la réponse est acquise, vous êtes peu enclin à vouloir arracher une décision dont on vous a déjà signifié, sinon les motifs, en tout cas le principe. J'attendais, j'espérais, jusqu'au bout, que ce qui a été si bien dit, c'est-à-dire la préoccupation commune de faire une œuvre au service des libertés, se manifesta. Je n'ai rien reçu comme signal positif dans ce sens. Une question à laquelle la communauté nationale est profondément sensible et que vous ne pourrez pas évacuer, même par le talent. Cette question, elle est très simple. Je la pose clairement, M. Schuman, car il faut être clair dans ce domaine. La question c'est, faut-il ou non que les Français puissent se prononcer eux-mêmes
sur les garanties de leur liberté publique. La question est posée, j'attends la réponse. Le projet de référendum, qui sera donc rejeté tout à l'heure par le vote du Sénat, va prendre maintenant le chemin de l'Assemblée nationale, qui l'examinera à son tour le 22 août prochain. Lancé le 12 juillet dernier par le chef de l'État, le projet de référendum qui depuis a bien agité les milieux politiques, ce projet n'efface pas pour autant la querelle de fond qui reste la querelle scolaire. Albert Duroy. Le débat du Sénat n'aura réservé aucune surprise, ni dans sa conclusion, ni dans son contenu. En défendant l'extension du référendum, les orateurs de gauche ont invoqué la défense des libertés, oubliant que pour la plupart d'entre eux, ils avaient été hostiles au référendum lorsque François Mitterrand n'était pas président. En s'opposant à l'extension du référendum, les orateurs de droite ont mis en garde contre l'accroissement des pouvoirs présidentiels, en oubliant que pour la plupart d'entre eux, ils avaient été partisans de cet accroissement lorsque François Mitterrand n'était pas président. Il y a là une inversion banale du débat politique. À l'origine, les deux camps voulaient chacun un référendum victorieux. Il était donc évident qu'il ne pouvait pas s'agir du même référendum, l'échec était fatal. Mais que devient dans tout cela la question fondamentale de l'école? Les responsables de l'enseignement public, comme ceux du privé, ne souhaitent pas de référendum sur ce thème. Les premiers parce qu'ils savent que la majorité de l'opinion est hostile aux thèses laïques, les seconds parce qu'ils veulent profiter de la volonté de décrispation du chef de l'État et préfèrent donc renégocier calmement à l'écart de la place publique. Bref, le débat tapageur et tortueux sur le référendum permet depuis 3 semaines de garder le problème essentiel, celui de l'école, à l'abri des surenchères politiques. C'est là que se jouera surtout dès la rentrée la victoire ou la défaite du président de la République. Conseil des ministres ce matin à l'Élysée, le ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert Curien, a évoqué les perspectives commerciales et techniques de la fusée Ariane après le succès de son dernier lancement. Le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, Éric Cresson, a de son côté fait le bilan du Fonds industriel de modernisation qui, en 10 mois de fonctionnement, a reçu 11 milliards de francs pour aider à l'investissement des entreprises. Sa dotation pour l'année en cours sera majorée d'1 milliard. Les plus gros bénéficiaires de ce Fonds industriel de modernisation ont été jusqu'ici Peugeot et Renault, et non pas des industries nouvelles. L'automobile française, qui concerne en France 1 salarié sur 10, l'automobile est en effet en crise. La régie Renault envisagerait de supprimer 15 000 emplois, un chiffre qui correspond au diagnostic de la Commission nationale de l'industrie. Martine Gilson. Jusque-là, officiellement, entre les pré-retraites, les retours au pays des travailleurs immigrés et les départs naturels, Renault envisageait d'ici 1985 de supprimer 8600 emplois. C'est fin juillet, lors d'une réunion informelle et discrète entre syndicats et direction, que le chiffre de 15 000 a été avancé. Le 26 juillet, la direction a effectivement parlé de 15 300 sureffectifs. Actuellement, et on ne peut pas parler de suppression d'emplois. Il y a du sureffectif et les organisations syndicales ont été conviées à la réflexion sur le problème général de l'automobile, y compris ce problème de sureffectif qui reste à examiner. D'après la régie, il s'agit d'une hypothèse parmi d'autres qui fait partie, je cite, de scénarios de prospection. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Renault, comme Peugeot, n'échappe pas aux prévisions tout à fait pessimistes émises par la commission Dahl chargée d'un rapport sur l'avenir de l'automobile. D'après ce rapport, qui n'a pas encore été publié, ce sont entre 50 000 et 70 000 emplois qui devraient être supprimés en France dans ce secteur dans les 5 ans qui viennent, soit le 5e des effectifs totaux de l'automobile. Il est évident qu'il y a un problème dans l'automobile, nous le disons depuis 1975. Et depuis 1979, il faut que les Français le sachent, l'automobile française perd environ 20 000 emplois par an. Et cela continuera vraisemblablement jusqu'en 1987. Ce que nous préconisons tout d'abord, c'est de trouver les moyens de dégager de l'argent frais pour l'ensemble de nos constructeurs, qu'ils soient du domaine nationalisé ou privé, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé le lancement d'un grand emprunt national par la Chambre syndicale de l'automobile avec garantie d'État, car il faut accélérer la mutation technologique.
un emprunt de 20 milliards de francs pour résoudre les problèmes financiers de l'automobile. C'est ce que propose donc la CGC. Pour amortir le choc social, le gouvernement pourrait choisir la solution italienne. On licencie, l'État prend en charge tout ou partie du salaire des licenciés et les entreprises réembauchent quand ça va mieux. Le dollar qui avait crevé hier un nouveau plafond a légèrement fléchi. Aujourd'hui, la devise américaine a perdu 3 centimes par rapport au franc français, en cotant à Paris 8 francs 94. 10 centimètres en 100 ans, c'est la prouesse accomplie par les Français qui, c'est vrai, ne cessent de grandir. La taille de la population française, comme celle des autres pays industrialisés, augmente, ce qui n'empêche pas des différenciations sociales et géographiques bien intéressantes. Patrick Esther. Jamais le Français moyen n'avait grandi si vite. Sa taille a gagné 10 cm en un siècle, il mesure 1,71 m contre 1,61 m sous Napoléon III. L'homme de Cro-Magnon, lui, atteignait déjà 1,50 m. Raison de ce progrès, valable pour tous les pays occidentaux, les croisements plus nombreux, la nutrition et l'amélioration du sommeil des enfants. En effet, on sait que l'hormone de croissance est sécrétée surtout pendant la nuit. La taille adulte est atteinte aujourd'hui à 19 ans seulement. Il y a 100 ans, le plein développement se faisait attendre 6 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 25 ans. En réalité, rien de plus difficile que de rencontrer un Français moyen. Les hommes dépassent les femmes de 11 cm, les paysans et retraités sont plus petits que les ouvriers, employés et cadres moyens, eux-mêmes devancés par les professions libérales et les plus grandes tous, les étudiants. Les patrons pèsent plus lourd que les cadres, mais sont plus petits. Enfin, la France demeure coupée en deux. 1,5 cm différencie l'Est et l'Ouest. Sous la toise, les Bretonnes se font coiffer par les Alsaciennes. Attentat la nuit dernière en Corse, à Ajaccio, la voiture du directeur des renseignements généraux a explosé. Pas de victimes, pas de revendications non plus. À Saint-Jean-de-Luz, la nuit dernière, explosion à l'intérieur du syndicat d'Initiative. Pas de blessés, mais vous le voyez, de gros dégâts. L'attentat a été revendiqué tout à l'heure par le mouvement indépendantiste basque Iparetarak. J'ai pensé plusieurs fois à la tuer, mais elle était trop gentille. C'est le seul signe d'émotion manifesté dans ses confessions aux policiers par Reynald Lekens, ce jeune homme de 20 ans qui a tué une vieille dame de 75 ans à Cannes parce qu'il pensait qu'elle était juive. Lekens, je vous le disais hier, a été arrêté. Il est passé aux aveux. Isabelle Bechler. Reynald Lekens, 19 ans, va être présenté au juge d'instruction. Il vient de reconnaître sans l'ombre d'un remords qu'il a assassiné la propriétaire de son studio parce qu'elle était juive. Il était son locataire depuis 2 ans et faisait de menus travaux de jardinage ou des courses pour elle. Madame Cerf avait 75 ans. Le jour où il a découvert qu'elle s'occupait d'une association d'anciens déportés, il avait décidé de la tuer. La vieille dame n'ouvrait pas à n'importe qui, elle connaissait bien le jeune homme. Tout a été très vite, il l'a poignardé à 15 reprises. Les voisins de Lekens sont surpris, il ne leur semblait pas dangereux. Il était gentil, mais sauf qu'il sortait un peu trop le soir, la nuit. Puis il y avait un légionnaire à côté. Alors avec les trucs nazis, les trucs, il n'y avait que ça dans la tête. Souvent, Madame Le Cerf, elle me parlait souvent de lui. Enfin, qu'il était gentil, qu'il était... Enfin, mais il n'était pas méchant. Hein. Enfin, un petit grain par-ci, par-là, mais... À son travail, le jeune jardinier paraissait un peu plus trouble. Son vieux collègue réagissait parfois à ses provocations en plaisantant, mais Lekens, lui, était sérieux. Il me faisait haïr, tout simplement. Mais c'était pas une plaisanterie? Ah non, moi oui, mais pas lui. Hein. Lui d'ailleurs, dernièrement, il s'était mis habillé, tout de suite militaire, le chapeau, le machin comme le monsieur, là, ainsi de suite, quoi. Et les de chaussures, que j'étais pas parlé au ski. Un message pour rien, Myriam n'est pas venue. Elle reverra son frère derrière des barreaux. Ce meurtre provoque, on l'imagine, des commentaires indignés du porte-parole du gouvernement aujourd'hui à plusieurs associations comme la LICRA, le Congrès juif mondial et aussi l'ambassadeur d'Israël.
Les pirates de la route, toujours à l'œuvre sur les routes du Midi. 5 agressions encore la nuit dernière, surtout contre des touristes étrangers. Les gendarmes multiplient les contrôles et recommandent la prudence aux automobilistes qui roulent de nuit. En marge des Jeux Olympiques, Moscou a répondu aujourd'hui aux accusations du ministre américain de la Justice qui, hier, vous l'avez vu, attribuait au KGB les lettres d'intimidation signées apparemment par le Ku Klux Klan et envoyées à une vingtaine de pays africains et asiatiques pour les dissuader d'aller à Los Angeles. C'est du délire, affirme aujourd'hui l'agence TASS. Les médias soviétiques continuent par ailleurs de tirer à boulet rouge sur l'organisation des Jeux Olympiques et sur l'insécurité qui, selon eux, règne à Los Angeles. Los Angeles, où les Jeux suivent malgré tout leur cours, il est 11h21 là-bas, 11h21 du matin, et en ce moment même ont lieu des épreuves de boxe, plus précisément les quarts de finale, Brigitte Duvauchel. Oui, en effet, nous sommes ici à la fin de la première reprise du deuxième combat de cette soirée de boxe. Voilà une vingtaine de minutes que les quarts de finale de boxe ont commencé en catégorie des 54 kilos. Ici, le Mexicain Héctor Lopez opposé à Naba Doubé, représentant du Zimbabwe. Le premier combat a été gagné par le Canadien Dale Walters. À surveiller ce soir, alors que nous voyons ici au ralenti la fin de la première reprise. Reprise qui a été délicate pour le représentant du Zimbabwe qui a été projeté dans les cordes. Ce soir, à surveiller le plus grand espoir français en boxe, Christophe Thiozzo, dans la catégorie des super mi-moyens. S'il bat tout à l'heure Cole, eh bien, il obtiendra la médaille de bronze. Sa spécialité, c'est le direct du gauche. Tous les résultats et résumés de cette soirée de boxe à partir de minuit dans Spécial Jeux Olympiques. Alors que nous assistons à la deuxième reprise. On vient de la voir. Le programme d'aujourd'hui à Los Angeles est chargé et important pour la France puisque les perchistes sont en finale et qu'en football, les tricolores affrontent en demi-finale les Yougoslaves. Patrick Boité. Tout sauf la RFA. Le vœu des Français est donc réalisé. L'Allemagne ne sera pas leur adversaire en demi-finale ce soir. Seulement voilà, après la correction infligée par la Yougoslavie à la bête noire des Français, 5-2, on est en droit de se demander si les tricolores gagnent au change. Lundi soir, les Bleus de l'Est ont en effet impressionné par leur efficacité et leur valeur collective. Aujourd'hui, cette équipe est la favorite des bookmakers, mais les Français ne partent pas résignés pour autant. À court de conditions physiques au début du tournoi, ils sont dans une forme ascendante et contre l'Égypte, ils ont réalisé une bonne performance. Sans José Touré, mais avec Daniel Duereb, auteur de 8 buts en 10 rencontres olympiques, ils possèdent encore un joker capable de leur faire réaliser l'exploit. Depuis des années, nos perchistes travaillent dur pour offrir à la France une consécration internationale. Malheureusement, plusieurs fois recordmen du monde, ils n'ont jamais réussi à décrocher un titre dans une grande compétition. Décevant à Moscou, inexistants à Helsinki, ils ne sont pas les favoris de la presse internationale pour la finale olympique. Un avantage pour l'équipe de France, déchargée pour une fois de la pression psychologique. Avec Thierry Vigneron, le plus régulier au sommet mondial, Serge Ferreira, capable de réaliser 5,70 m, et Pierre Quinon, auteur l'année dernière de 5,82 m à Cologne, il n'y a pas de complexe à faire face à l'école de perche américaine. À voir la manière dont les Français savent fêter un succès, on peut espérer que cette nuit, leurs espoirs ne tombent pas une nouvelle fois à l'eau. Des épreuves que vous pourrez suivre tout à l'heure en direct sur Antenne 2. Hier, les cavaliers français ont déçu, mais l'escrime et le judo ont rapporté à la France 2 médailles de bronze. Brigitte Duvauchel. Catégorie des mi-moyens, le Français Michel Novak, ceinture rouge, fait un drôle de câlin au Yougoslave Philippe Leskak. Éliminé en demi-finale par le Britannique Adams, Novak veut monter sur le podium. Et c'est grâce à cette immobilisation que le Français remporte la médaille de bronze. Cette victoire, il la doit à sa superbe condition physique. Il a usé son adversaire, mais lui aussi termine le visage marqué par l'effort. L'or de Moscou s'est transformé en bronze à Los Angeles pour les demoiselles du fleuret. Elles battent l'Italie 9-7 et s'adjugent ainsi la médaille de bronze par équipe. La RFA remporte l'or. 5 actrices pour cette 12e médaille française. En partant de la gauche, Laurence Modène, Pascal Trinquet, Brigitte Godin,
Véronique Brouquier et Anne Maigret. Si vous êtes passionné de football et de saut à la perche, une longue nuit en perspective sur Antenne 2, puisque la plupart des épreuves de la journée à Los Angeles seront retransmises en direct. Sylvie Josse vous annonce le programme. Le programme donc des émissions de la nuit sur Antenne 2, le programme des épreuves de la journée à Los Angeles. 100 mètres et 400 mètres hommes, 400 mètres haies féminin et perche. À suivre Carl Lewis aux 200 mètres et le duel franco-américain à la perche. Plongeons en direct, finale messieurs, au tremplin de 3 mètres. Et puis à 5h30 du matin, la demi-finale du tournoi de football France-Yougoslavie en léger différé et en intégralité. Enfin, de 8h à 9h, vous pourrez suivre un résumé des principales épreuves de la nuit. Judo, catégorie 86 kg, le Français Fabien Canu pour une médaille. Escrime, finale du tournoi d'épée individuel, les Français Boisse et Ribou parmi les favoris. Et boxe, quart de finale, dans la catégorie super mi-moyen, le Français Christophe Thiozo rencontre Israël Collet de la Sierra Leone pour une place sur le podium. Très loin de Los Angeles, mais toujours aux États-Unis, en Alaska, les Esquimaux rivalisent avec les athlètes olympiques. Jean-Marc Dubois. Voici donc en léger différé l'ouverture officielle des Jeux. En tête du défilé, noblesse oblige, les îles du Roi. Première épreuve, le dépeçage d'un quartier de phoques. Du grand art, beaucoup de concentration. Le jury se réunit gravement. Voici le vainqueur, comme prévu, un vieux sage qui n'en est pas à son premier steak de phoque. Deuxième épreuve. Là, l'important c'est l'esprit d'équipe. Il faut être soudé, mais léger. On appelle ça la grappe esquimaude. Voilà un sport pratiqué depuis très longtemps par les Esquimaux. Remarquez la souplesse de la jambe. Certains prétendent que notre French Cancan en serait directement inspiré. Mais ce sont bien sûr des rumeurs malveillantes. Quatrième épreuve dite du saut de puce. Un sport qui demande beaucoup de ressorts. Concentration. Et hop, 1,50 m sur une seule jambe, record esquimau battu. Et comme à Los Angeles, pour le baiser au vainqueur, pas de bel esquimaude, mais un vieux chef. Dernière information sur le dénouement à Rome de l'affaire du détournement de l'avion iranien. D'après l'agence France-Presse, 2 pirates de l'air ont été arrêtés. Les autorités italiennes sont en train de les interroger. Ils avaient tenté dans un premier temps de se glisser parmi les passagers qui étaient donc sortis sans encombre de l'avion tout à l'heure. Maintenant, les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Enghien, le 14, le 12, le 10, le 7, le 16, le 11, le 18 et le 15. Et maintenant, Laurent Boussier va nous parler du temps. Oui, et la question que l'on peut se poser, c'est va-t-il enfin faire beau? Réponse, oui, mais pas tout de suite, il nous faut encore être un peu patient. Regardons la photo qui a été prise il y a quelques heures à peine par le satellite Météosat, avec 2 phénomènes. D'un côté, la dépression qui se creuse au voisinage de la Corse, autour de laquelle s'enroulent de très importantes masses nuageuses, pluvieuses, instables, qui vont affecter demain la majeure partie de la France. Et de l'autre côté, l'anticyclone des Açores, qui se renforce et qui nous laisse espérer pour les jours prochains le retour du beau temps. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là et la carte pour demain est recouverte de nuages. Des nuages avec un petit peu de soleil sur la Corse, des nuages avec de la pluie, des nuages avec des orages, des nuages avec encore de la pluie, un petit peu de soleil, et puis un symbole qu'on est plus habitué à voir en hiver, il va neiger demain au-dessus de 2000 mètres. Il neigera également sur les Pyrénées où le temps est à peu près identique. Sur tout le reste du pays, c'est un peu plus variable avec des éclaircies, quelques averses passagères. Seul le Languedoc et le Roussillon
connaîtront encore le beau temps, mais attention, la tramontane soufflera très fort. Les pressions, on l'a vu, sont stationnaires, les températures également, malheureusement pourrait-on dire, 20 degrés de moyenne sur la moitié nord, c'est très peu, 18 degrés à Cherbourg, 18 degrés à Lille, 23 sur la moitié sud, c'est également très peu, maximum 27 à Perpignan et à Bastia. On est pratiquement 2, 3, même voire 5 degrés en dessous des normales saisonnières. Enfin, notre agenda pour terminer, demain c'est le 9 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h34, couché 21h16, c'est la Saint-Amour, Christine, la Saint-Amour, tout un programme. Saint-Amour, béni soit-il, à 23h05, c'est Roger Isabelle qui vous présentera notre dernière édition à partir de minuit et jusqu'à l'aube, Nuit olympique sur Antenne 2. Demain matin de 8h à 9h, les premières informations de la matinée et le résumé des Jeux. À 12h45, Antenne 2 midi. À demain 20h. Très bonne soirée, très bonne nuit sur Antenne 2.